Ok, ben on va y aller pour ce nouvel épisode de Angel's Talk. Aujourd'hui, je suis vraiment hyper content d'accueillir Claire et Jérémy. Salut Claire. Salut, Salut Jérémy. Salut Corentin. Bon, ça va bien? tout va bien et toi? Au top. Nickel, nickel. On a un petit feu de cheminée derrière nous, même si on est à l'approche de l'été. Même si on dirait pas. On va parler pendant 3/4 d'heure à peu près de votre expérience en fait en tant que business angel. Business angel, c'est un bien gros mot, mais en fait, ça veut dire simplement vous vous intéressez au mode des startups et en fait, vous avez commencé un peu à investir dedans. Toi, Claire, tu as commencé quelle année à investir en startup? Aujourd'hui, on est en 2024. Ouais. J'ai commencé en plein Covid en 2020, Ok, donc depuis 4 ans. J'ai fait Ok. mon premier invest du coup il y a 4 ans. ok. Et en 4 ans, tu as investi combien de tickets à peu près? J'ai investi 4 tickets. 4 tickets, un ticket par an en moyenne. Ouais. Ok, un très ticket bien. par an. Toi, Jérémy, tu as commencé quand? Alors moi j'ai commencé en 2009 je dirais. Il y a une quinzaine 15 d'années. ans d'expérience. C'est ça. Je sais plus si c'était le premier, mais un de mes premiers tickets c'était une boîte qui s'appelait Ilou, qui permettait de louer une perceuse à son voisin, etc. Il aurait dû Marketplace de faire le bon service. point, ça aurait été mieux, mais Ok, 2009. Et donc, j'imagine beaucoup de tickets en 15 ans. et du coup une cinquantaine de tickets là maintenant. Je dois être à 50 tickets. Top. Exactement. Top, top. Juste pour rappel, t'as quel âge, Jérémy? Moi j'ai 39. 39, donc t'as commencé à 24-25 ans. Voilà. Et toi, Claire, Et moi j'ai 34. t'as commencé à 30 ans. Ouais. Ok, génial. À peu près, vous investissez grosso modo combien par ticket même si c'est une fourchette ou une moyenne, peu importe. Moi entre 10 et 25 000. Ok. C'est vrai que je me suis mis une barrière de 25 000 un peu psychologique Ok. pour pas investir trop non plus, quoi. Et pareil, j'ai à peu près entre 10 et 25 000, parfois un peu plus avant. J'essaie de réduire un peu mes tickets. Donc, Ok. ouais. Ok. Toi, Jérémy, tu investissais pas mal en bourse avant. Voilà, Et même toujours aujourd'hui. C'est toujours aujourd'hui, mais du coup, une bonne partie de mes gains en bourse, je les ai mis en startup. Et est-ce qu'il y a un parallèle un peu entre l'investissement en bourse et en startup? C'est quoi les Oui, différences ou les similitudes tu vois déjà, c'est risqué les deux. Ouais. Donc Ouais, ça, mais ça- on est d'accord que investir en startup, c'est encore plus risqué que la bourse, non? Alors, c'est encore plus risqué, oui, mais je faisais aussi parfois des turbo calls, des choses comme ça qui sont encore plus C'est risquées. quoi des turbo calls? Turbo calls avec des options, avec des leviers où on peut tout perdre dans la journée. Donc en gros, ça veut dire des leviers, ça veut dire que tu mettais 1000 euros de ta poche, mais en fait, t'investissais 10 000, c'est ça? Par exemple, ou alors quand ça prenait 1%, par exemple si le sous-jacent prenait 1%, moi j'en gagnais 20. Mais par contre, si le sous-jacent perdait 5%, moi je perdais tout. Ah ouais. Donc, Donc ça peut être dangereux. encore plus risqué et on pouvait perdre vraiment dans la journée, alors que sur une startup, on peut perdre en un an, éventuellement, D'accord. mais pas dans la journée. Mais par contre, la Mais grosse différence, c'est la liquidité. Après, la liquidité est très différente et puis c'est quand même beaucoup plus intéressant d'investir dans les startups, de rencontrer vraiment des entrepreneurs, de s'impliquer. Moi, ce qui m'intéressait dans la bourse, c'était plus le côté stratégique d'ailleurs que le côté trading. J'en faisais un peu, mais j'étais plutôt investisseur de long terme. D'accord. Mais, Value investing, comme on dit. Dans pas mal de boîtes tech en fait. Ok, déjà. ok. Donc, ça peut être des GAFA, des Tencent, des Alibaba. Ok. Voilà, plutôt au bon moment il y a longtemps. Et du coup, ça m'a paru assez naturel d'investir en bourse du coup. C'est marrant parce qu'il y a assez peu de liens. Enfin, c'est assez hermétique quoi, l'investissement en startup et l'investissement en bourse. Moi, je connais évidemment plein de business angels puisque c'est mon métier et j'en connais assez peu en fait qui investissent en bourse. C'est vrai, à l'inverse, il y a des gros hedge funds comme Tiger Global qui se sont construits à la fois sur un investissement startup, type Facebook, etc. Ouais. Et aussi en bourse Ouais. aux US. Mais c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression que c'est plus hermétique que aux US. Il y a peut-être un truc à lancer ensemble. C'est ça. Toi, Claire, t'investis aussi un peu dans autre chose que les startups ou pas? Alors oui, beaucoup dans l'immobilier. Ok. Parce que moi, je suis notaire à la base, diplômée notaire, et j'ai été notaire, donc c'est vrai que l'immobilier m'a beaucoup parlé. Maintenant, je suis devenue agent immobilier, donc Ça, moi, c'est vraiment rare. Une notaire Voilà. devenue agent immobilier. et c'est vrai que j'ai préféré passer de l'autre côté parce que l'immobilier me passionne pour le coup, et j'ai envie de faire fructifier l'immobilier que j'ai, le rendre le plus rentable possible. Et je me suis beaucoup intéressée à la bourse, mais en fait, finalement, quand j'ai découvert les startups, je trouvais ça beaucoup plus humain. Je voyais assez peu d'intérêt, finalement, à investir en bourse. Pour moi, il y avait juste un côté rentabilité, Ouais. stratégie. Et finalement, ça m'intéressait très peu. Ok. Donc, finalement, en fait, l'investissement en startup Mais- est devenu ma priorité avec l'immobilier. Mais tu es venu comment en fait à l'investissement en startup? Qui t'a initié?
Jérémy, pour Jérémy, le coup. ici Ouais. présent. Oui, il se trouve qu'en fait, on bossait dans des entreprises qui étaient vraiment proches. On était amis, pas du tout liés à la base aux startups. Et Jérémy m'a permis de rencontrer pas mal de personnes qui avaient fondé des startups sans forcément me parler d'investir au début. Et toi, tu étais notaire. Et moi, j'étais notaire à l'époque. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais envie de diversifier mes placements et d'investir. J'ai un gros côté investissement et je voulais vraiment investir. Je trouvais que j'étais au bon âge. J'étais arrivée assez tard sur le marché de l'emploi parce que j'ai fait 7 voire 8 ans d'études pour être vraiment diplômée. Et du coup, finalement, je me suis dit, là, il faut y aller. Et c'est vrai que le fait de rencontrer les personnes qui créent ces startups, déjà, ça m'a beaucoup plu. Et après, de voir aussi que ça pouvait rapporter et qu'il y avait un vrai suivi, etc. Créer des rencontres, des contacts. Franchement, j'ai été conquise tout de suite. Ok. Trop cool. Et toi, Jérémy, sur tes 50 boîtes, 50 investissements, il y en a combien qui sont mortes aujourd'hui en 2024 ? Alors, il n'y en a que 5. Ce qui est 10% du portefeuille, ouais, c'est pas beaucoup. Ouais, ce qui n'est pas beaucoup. Je ne sais pas si j'ai de la chance ou j'investis dans les boîtes pas si risquées que ça, mais 5, dont 2 l'an dernier d'ailleurs. Et plutôt dans les 2 autres qui étaient vraiment sont mortes dès le début. Ok, donc elles sont mortes assez vite finalement. Rapidement, Ok. ou l'an dernier. On verra cette année, potentiellement, peut-être que j'en aurai une nouvelle, mais globalement, assez peu de grosses casses. Toi, Claire, sur les 4 tickets, comme c'est assez récent, t'as pas encore de perte, j'imagine ? Non, j'ai pas de perte et pour le coup, c'est plutôt positif puisque le premier investissement, en tout cas, là, je vais revendre là cet été. Ok. La renta est pas non Tu plus revends incroyable. parce que la boîte est cédée ou tu revends parce qu'il y a un nouveau gros tour de table ? Je revends parce que le fondateur a proposé de racheter Ok. les parts. Lui-même ? et Avec la société ? Avec la société. Ok. Et pour le coup, j'avais envie d'investir dans une autre start-up. Donc, Ok. c'est tombé. Ça, c'est vachement intéressant parce qu'on en parle rarement, mais effectivement, il y a des opportunités de sortie parfois de start-up. Quand la boîte se développe super bien et devient rentable, la société elle-même peut racheter en fait les actionnaires historiques ou bien le fondateur peut aussi racheter les actionnaires historiques. Pour se relever, effectivement. Ouais. Exactement. Ça, c'est Et intéressant. donc, pour le coup, pour l'instant, au contraire, les startups dans lesquelles j'ai investi se portent plutôt bien. Ok. Et après, les investissements récents, je ne sais pas forcément. En tout Ouais. cas, l'investissement que j'avais fait il y a 2 ans, ou non, il y a 1 an, je ne sais pas encore, mais moi, en tout cas, j'y crois et je pense que ça va cartonner. Donc. Ok. Toi, Jérémy, sur tes 50 boîtes, c'est quoi un peu les quelques-unes qui connaissent une très belle croissance, enfin sans citer forcément des noms, ou si tu veux les citer, cite-les, mais tu vois, c'est quoi un peu un ordre de grandeur de dire c'est des boîtes qui ont fait x2, x3, x10 en chiffre d'affaires ou plus. C'est quoi un peu les pépites de ton portefeuille ? Ouais, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont entre 20 et 30% de croissance mensuelle. Donc, Mensuel, ouais, c'est énorme. Ce qui est énorme. Après, dans celles dont on a pu entendre parler récemment, j'ai investi il n'y a pas très longtemps, mais ils viennent de faire une levée. Ils ont beaucoup communiqué dessus. Zelic, par exemple. Ils font quoi ? Zelic, c'est un peu un outil qui agrège une plateforme pour les commerciaux, pour aider les commerciaux. Okay. Ils agrègent à la fois un peu du Appsio, si tu connais, Okay. du Casper, etc. Ouais. Là, ils viennent de faire une levée de quasiment 10 millions. Beaver, qui marche bien aussi, ils sont assez discrets dans tout ce qui est SaaS pour la compliance. Okay. Ils permettent d'intégrer dans les boîtes des certifications EcoVadis, etc. Ok. Et puis, par exemple, pas du tout dans la tech, Almé, qui marche très bien aussi, donc qui est une marque de vêtements inclusive. Ouais. À la base, plutôt pour les femmes fortes, et maintenant, ils se sont un peu diversifiés, Ok. mais qui ont toujours, sur un secteur ultra difficile, des beaux taux de croissance. Ok, donc des belles croissances comme ça. Est-ce que ça veut forcément dire que c'est des boîtes qui ont relevé de l'argent derrière ou pas forcément, depuis que tu as investi ? Alors, je n'ai pas le droit de tout dire, mais globalement, je dirais plutôt oui. Plutôt des boîtes c'est plutôt des boîtes qui ont ou qui peuvent lever effectivement de l'argent. Tu vois une corrélation en fait entre lever de l'argent et réussite Oui et non, c'est plus que quand il y a des boîtes qui marchent très bien, elles attirent plus les investisseurs. Après, tout ce qui est business SaaS, globalement, en général, ils ont quand même vocation à lever de l'argent assez rapidement et d'enchaîner pas mal l'élevés, notamment pour s'internationaliser. C'est le cas de Zelic qui veut partir aux US. Mais sinon, après, j'ai aussi les boîtes où j'ai investi qui n'ont jamais levé d'argent et qui marchent très bien et qui sont devenues rentables aussi. Et tous les deux, est-ce qu'il y a des boîtes dans votre portefeuille dans lesquelles vous avez réinvesti après la première fois, donc une deuxième fois, éventuellement une troisième fois ? Est-ce que c'est déjà arrivé ou est-ce que vous pensez
sur certaines, suivre dans les tours d'après ? Moi, je me suis posé la question, notamment pour une, et finalement, je ne l'ai pas fait parce que j'avais une opportunité d'investir dans une autre start-up, et finalement, j'ai préféré diversifier Ok. et pas mettre tous les œufs dans Ok. le même panier, quoi. Et qu'est-ce qui ferait que, par exemple, si tu devais arbitrer demain entre un réinvestissement dans une boîte de ton portefeuille ou un investissement dans une nouvelle boîte, qu'est-ce qui ferait que tu choisirais de réinvestir dans la boîte que tu as déjà ? Est-ce que tu t'es posé des questions en termes vraiment purement analytiques ou plus de feeling ? Plus analytique pour le coup, Ok. parce que j'avais déjà mis un gros ticket et c'était purement économique parce que pour le coup, je crois vraiment en l'équipe et en la start-up et dans le fait que le marché est plutôt étendu, etc. Mais je me suis dit, voilà, je préfère finalement me diversifier en fait. Ok. C'était plus analytique Ok. en termes de rentabilité. Et le jour où tu as 50 participations comme Jérémy, ce que je te souhaite, est-ce que tu penses que tu réinvestiras dans certaines ? Peut-être, mais ça va dépendre de beaucoup de choses en fait. En fonction. Ça sera quand même plus économique à ce moment-là. À la base, quand j'investis, il y a vraiment le côté plus humain en tout cas. Ouais. Après, il y a le côté plus rentabilité. Ok, donc ça c'est intéressant. Ce que tu dis, c'est qu'au début, dans la première fois que tu investis dans une boîte, c'est plus du fit avec les fondateurs et une vision que tu achètes. Et après, en fait, pour réinvestir 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, c'est plus là, ok, qu'est-ce qu'ils ont fait rationnellement ? Ouais. Est-ce qu'ils ont délivré leur BP ? Est-ce que c'est intelligent de réinvestir ? Oui, je pense qu'à ce stade-là, il y a le côté plus investissement financier qui Ok. arrive sur le dessus et qui me permet de savoir si j'ai envie de remettre de l'argent, même si honnêtement, en tout cas, je pense que quand j'aurais fait 50 investissements, le côté humain, je l'aurais eu pour toutes les startups. Hein. Donc, ça sera vraiment plus le côté financier. Ok. Toi, Jérémy ? Alors moi, j'ai plutôt une stratégie un peu à la Kima de me dire que quand j'investis, je préfère investir dans un maximum de sociétés. Voilà, l'an dernier, j'ai investi dans 13 startups. Je préfère mettre un maximum d'argent dans des plutôt jeunes sociétés pour les aider, pour en aider un maximum, et que après, c'est pas forcément mon rôle de réinvestir. Après, il peut y avoir des exceptions. J'investis dans des tickets modestes, mais voilà, dans 2-3 boîtes pour les aider, par exemple, qui avaient besoin de fonds. Parfois, il y a des startups qui marchent assez bien, mais qui se retrouvent un peu en galère de trésor, qui peuvent passer pas trop loin de mourir. Ils ont besoin d'un bridge ? Qui ont besoin d'un bridge, voilà. Donc voilà, je joue le jeu avec des tickets raisonnables, Ok. mais voilà, pour montrer que tout le monde est dans la même dynamique. Ok. Et je l'ai fait pour 2 startups l'an dernier qui marchent très bien. Une s'appelle Wavy, qui est un SaaS pour les SaaS. Ouais, on est co-investisseurs ensemble. Ok, Ouais. et ben donc j'ai investi au tout début avec Kima notamment, et puis après là il y a pas très longtemps, enfin l'an dernier. Et puis dans Dozers également, où j'ai investi pareil vraiment tout Avec début. notre ami Patrick. Avec notre ami Patrick, et j'ai réinvesti également un peu l'an dernier. Donc Super. voilà. Quand les projets, vraiment, j'y crois beaucoup et que je vois qu'il y a du potentiel, ça peut m'arriver, même si souvent je dis aux startups que je ne réinvestirai pas, parfois je craque. Ok, c'est bien, c'est mieux dans ce sens-là. Est-ce que vous investissez uniquement dans la tech ou dans d'autres choses aussi ? Pas forcément. Je parle dans les startups. Hein. Ouais. Moi, j'ai investi dans une première société qui n'était pas vraiment dans la tech, qui était dans les voyages. Ok. On va dire, il y avait... Et c'était un aspect un peu plus humain et je croyais vraiment dans l'idée. Donc, c'était mon premier investissement. Donc, ça m'a aussi poussé à avoir un côté plus social derrière. Impact. Ouais. Ouais, mais pour le coup, après, ça a été plutôt des investissements dans la tech parce que je pense que c'est ce qui monte en ce moment. Ouais. Et finalement, les opportunités que j'ai eues étaient dans ce domaine-là. En fait. Ok, et si demain, tu vois un beau dossier hors une startup mais non tech, est-ce que tu peux y aller ? Oui, complètement. Okay. La tech, je ne suis pas limitée à la tech. Okay. Hein. Je pense qu'il y a d'autres choses que la tech et que ça peut complètement... Et est-ce que tu as une thèse précise, définie d'investissement, une stratégie, une thèse d'investissement ou pas ? Non, j'ai pas. C'est vraiment au feeling, pour le coup, en fonction de l'équipe, des membres du board, des gens qui investissent, etc. Enfin, c'est vraiment en fonction de si j'y crois ou pas. Quoi. Ok. Toi, Jérémy, sur la thèse et sur la tech ? Alors, la tech, j'investis dans beaucoup de boîtes tech, mais pas que. Je parlais de Almé, qui est pas du tout tech. Ou, même on parlait tout à l'heure en off de Money Walkie,
qui n'est pas non plus super tech. Donc non, c'est vraiment beaucoup sur l'équipe, effectivement. Mais sur tes 50 boîtes, par exemple, il y en a qui sont vraiment genre du retail physique ou... Alors non, il y a quand même toujours un petit côté... au moins digital. Au moins un petit côté startup. J'ai investi dans les médias aussi, par exemple, Ok. mais toujours avec un côté tech, quand même. D'accord, t'as pas de boutique physique Non, j'ai pas. On me propose très souvent d'investir dans des restaurants, Ouais, etc. ouais. Mais Ça, t'y es pas allé. du coup... Pourquoi? Parce que tu penses que c'est moins scalable? Alors, ça m'intéresse moins déjà. Ok. C'est souvent moins scalable Ouais. aussi. Profondeur de marché est souvent plus petite aussi. Ouais. Et puis, pour moi, c'est pas des business qui ont vocation à se faire financer par des business angels. C'est plus pour des banques ou pour d'autres types d'investisseurs. Mais parce que tu vois, quand tu vois, à la base, je suis plutôt globalement d'accord avec toi, hein, mais quand tu vois des succès comme tu vois Big Mama et tout ça, Bien sûr, ouais. tu te dis waouh, tu peux faire quand même des gros trucs, quoi. Non, c'est possible, notamment dans la restauration. J'ai des amis qui ont investi dans Choukran ou des boîtes comme ça qui marchent bien. Mais en général, il y a toujours un projet autour de vendre en ligne, etc. Il y a quand même toujours un petit côté un peu tech ou un peu start-up, ne serait-ce que pour pouvoir aussi justifier des valeurs intéressantes. Ouais. Ok. Et sur ta thèse, toi, de manière globale, tu as une thèse bien définie ou... Ouais, c'est un peu défini avec le temps, mais c'est vrai que d'expérience, j'ai quand même constaté que, au moins une fois sur deux, le projet dans lequel on investit va changer. Donc, les entrepreneurs, les fondateurs vont pivoter. Tu veux dire que entre le moment où tu investis et un an après, une fois sur deux, quasiment, la boîte, elle a plus grand chose à voir. Voilà, il y a toujours un fil conducteur, mais quand même assez souvent, elle a pivoté, ce qui est souvent une bonne chose. Hein. Donc, c'est pour ça que le produit, c'est important. Mais l'équipe est quand même encore plus importante puisque le produit, ça se trouve, il ne va pas fonctionner si on investit comme moi assez tôt. Alors que une équipe qui a l'intelligence de pouvoir justement le repositionner, le modifier et donc pivoter. Moi, j'ai investi dans les boîtes qui ont pivoté 3-4 fois avant de se mettre à cartonner. Hein. Ouais. Donc ça peut être hyper game changer d'avoir une équipe qui sait se remettre en question et s'adapter au marché. Ouais. Et en termes de maturité de boîte, est-ce que vous investissez dans des boîtes qui sont aussi bien pré-revenus, donc qui ne font pas encore de chiffre d'affaires, ou des boîtes qui font forcément déjà du chiffre d'affaires, ou une croissance forcément minimum? C'est quoi un peu votre idée là-dessus? Ça, c'était pareil au feeling. En fait, finalement, moi, je sais que j'ai mis un gros ticket, en tout cas pour moi, dans une boîte qui marchait déjà, entre guillemets, et qui avait déjà du chiffre d'affaires. Mais j'ai pu mettre aussi un peu d'argent et des tickets en fait, dans des boîtes qui, au contraire, n'avaient pratiquement rien fait. Okay. Mais parce que je croyais vraiment dans le marché et je croyais beaucoup aussi dans l'équipe. Okay. Après, il s'est trouvé que je mette des plus petits tickets parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas mettre des plus gros tickets. Mais si j'avais pu, j'aurais mis des... Ok, donc toi, que ce soit pré-revenu ou post-revenu, tu ne vois pas trop finalement de différence forcément, quand il y avait des revenus, je me suis dit c'est un peu plus safe. Donc au final, j'étais un peu plus tranquille sur mon investissement. Okay. Après, c'est plutôt la croyance que j'ai dans l'équipe et dans ce qu'ils vont faire en fait. Est-ce que dans ton portefeuille, tu as des serial entrepreneurs, des gens qui ont déjà créé une boîte avant et vendu une boîte avant? Oui, okay. J'en ai un notamment. Et au final, c'est vrai que ça m'a permis de me dire qu'en fait, il avait envie de réussir et qu'il y avait vraiment un côté économique après l'aspect humain en fait, et pour le coup ça m'a motivé à investir. Toi, t'en as combien, Jérémy, des serial entrepreneurs dans ton portefeuille? Alors, au début, j'investissais plutôt, parce qu'il y avait moins de serial entrepreneurs aussi il y a 15 ans, donc plutôt dans les boîtes lancées par les primo-entrepreneurs. Ouais. Et c'est vrai que je continue à le faire régulièrement, hein, mais c'est vrai que petit à petit, là, j'investis quand même de plus en plus dans des boîtes lancées par des serial entrepreneurs ou des gens qui ont au moins créé une boîte. Parce que ça diminue quand même pas mal le risque, même si les valos sont un peu plus chers. J'avais vu une stat d'une étude qui était intéressante qui disait qu'un entrepreneur qui a déjà lancé 3 boîtes a 80% de chances de succès, alors que sinon c'est plutôt l'inverse. Hein. Il a plutôt ok, mais qui a lancé 3 boîtes et vendu ou pas, quel que soit l'exit? Non, quel que soit l'exit. Ah, ça, c'est intéressant. Juste le fait qu'il ait lancé 3 boîtes, et du coup, 3 vraies boîtes, hein, pas lancé une boîte pendant 3 mois, mais qui a lancé 3 vraies boîtes qui ont vraiment perduré pendant 2-3 ans. C'est intéressant. Je pense qu'il acquiert des réflexes. T'apprends à chaque fois. Du réseau, bien évidemment. sûr. Il apprend et
et ça diminue quand même pas mal le risque, même si en contrepartie, les valos sont toujours un peu, voire beaucoup plus chers Ouais, bien sûr. quand c'est lancé par des gens plus expérimentés. Tu dirais que c'est combien sur ton portefeuille aujourd'hui? C'est quoi? C'est un tiers de serial entrepreneur à peu près? Il y a serial entrepreneur et serial entrepreneur, mais d'entrepreneur qui a déjà lancé au moins une boîte, même si c'était un échec, je pense qu'il y a même peut-être maintenant 40%. Là. Ok. Après, ça peut être vraiment des boîtes qui étaient toutes petites, Ouais. pas forcément des réussites. Hein. Ok. Et en maturité de boîte, toi, tu fais tout? Pré-revenu, post-revenu? Et en maturité, oui, je fais vraiment tout. Alors effectivement, c'est plus rassurant d'avoir des boîtes qui ont déjà un peu de revenus, mais non, moi j'ai investi récemment dans JLo, qui était vraiment pré-revenu. En éco-investisseur aussi. Dans lesquels je crois beaucoup, j'ai pas mal de parts dedans. Dans Dozers, qui était aussi pré-revenu, dans celle que je citais. Donc pour les boîtes vraiment deep tech, par exemple, souvent, en fait, on investit justement pour qu'ils aient de quoi lancer leurs produits. Ça c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, en fait, à la base, le capital risque, quand il est né dans les années 50-60, c'était en fait uniquement pour financer la R&D. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est aussi beaucoup pour financer les campagnes de com sur Facebook. Mais, trop d'ailleurs, trop. On est d'accord, mais ouais. Donc à la base, c'est ça l'essence de notre métier en fait. Ouais, voilà, c'est le but, je trouve, de financer justement l'innovation. Ouais. C'est pas investir dans une boîte qui marche déjà. Il peut y avoir des banques qui vont prendre le relais. Quoi. Ok, nous chez Super Capital, on investit, tu vois, 70% en seed, donc des boîtes qui font entre 10 et 20K, entre 10 et 50K de MRR, revenus mensuels. Ouais. Et on fait à peu près 30% de pré-seed, donc des boîtes qui font quasiment zéro ou quasiment zéro de chiffre d'affaires. Et quand on investit dans du pré-seed, en fait, souvent, soit on investit dans un serial entrepreneur, soit on investit dans une personne qu'on connaît, qu'on a déjà vu. Tu vois, là, par exemple, en ce moment, on est en train de regarder un dossier. Le fondateur, je le connais depuis 10 ans. Je l'ai vu sur ses 2 dernières boîtes, comment il s'est comporté, où est-ce qu'il a amené la boîte, à quel point il était résilient. Et ça, c'est en fait des infos que les autres investisseurs n'ont pas, tu vois. Et ça peut être des serial entrepreneurs ou un peu des C-level de scale-up qui ont été habitués à gérer des équipes, etc., qui ont participé à l'explosion d'une startup et qui ont du coup, que je mets un peu quand je dis serial entrepreneur, ça peut être aussi des personnes comme ça. C'est quoi, parce que vous avez tous les deux cité l'équipe, la qualité de l'équipe comme un critère vraiment important pour vous. C'est quoi en fait une bonne équipe et surtout, c'est quoi la typologie un peu de fondateur que vous préférez? C'est quoi un peu les traits de personnalité que vous aimez? C'est quoi qui vous fait vous dire ah ouais, lui ou elle, je le sens bien, je la sens bien parce que il a telle qualité, tu vois? Moi, c'est l'expérience quand même, souvent. Déjà, quand on se rencontre lors d'une visio, l'expérience et... Tu veux dire l'expérience du fondateur dans ce secteur d'activité précis? Pas forcément l'expérience globale déjà. Le fait qu'il soit par exemple serial entrepreneur. Moi, je sais que j'ai investi aussi dans JLo et j'ai investi dans Allegria. Et c'est vrai que ils avaient tous les deux, notamment Francis Lelon avait été... Belle expérience. Ouais, il avait une belle expérience parce qu'il avait cofondé Sarenza.com. Ok. C'est vrai que quand je l'ai rencontré, je me suis dit qu'il avait quand même une sacrée expérience. Là, tu te dis quoi? Tu te dis, il est solide, il sait gérer une boîte. Ouais, je me suis dit qu'il avait une vraie expérience pour gérer une boîte, pour le coup. Il s'était bien entouré, en plus, avec deux autres créateurs qui étaient beaucoup plus jeunes, mais qui, pour le coup, avaient vraiment de l'ambition. Et en fait, il savait vendre son projet et l'idée était bonne, il y avait un vrai marché. Et donc, ça m'a vraiment convaincu pour le coup. Je pense que ça, c'est ce qui, moi, pour la petite business angel que je suis, ça peut vraiment me rassurer et me convaincre d'investir. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire que si tu vois un entrepreneur qui sort d'école et qui est hyper convaincant, tu vas pas y aller? Si, alors ça peut être complètement différent. Par contre, c'est vrai que quand ce sont des entrepreneurs qui sortent d'école, je vais quand même regarder déjà un peu les écoles, etc. Et là, je vais regarder comment ils se sont entourés, les membres du board, potentiellement les gens les co-investisseurs. Et en fonction, ça peut me convaincre. Là, je sais que je vais investir dans une boîte qui s'appelle Zola. Et pour le coup, le fait qu'il y ait des entreprises assez connues, notamment qui soient liées au juridique, ça m'a convaincue parce que je me suis dit, je les connais. Ça peut être les clients aussi que tu regardes, tu veux dire. C'est ça, voilà. Je me suis dit, finalement, ça me rassure, en fait. Leur deck m'avait rassuré, etc. Leur présentation m'avait rassuré.
Et c'est un tout, en fait. Donc, mais pour le coup, je veux bien aussi leur laisser leur chance, même s'ils ont moins d'expérience. Ok. Toi, Jérémy, tu as une typologie de fondateur un peu que tu préfères ou... Ouais, dans les qualités que je cherche pas mal, il y a l'optimisme déjà. Parce que je pense que les entrepreneurs ont quand même pas mal de galères, un parcours Je semi-embûche. suis d'accord avec toi, mais c'est difficile. Souvent, la frontière, elle est fine entre optimisme et tête brûlée qui va jamais changer d'avis, tu sais. C'est ça, justement, j'aime bien trouver quand je trouve l'équilibre optimisme, mais pas arrogant, et qui se remet en question, et optimisme et raisonnable. Ouais. Ça, c'est un peu le Graal. Et puis, des personnes qui sont résilientes, ça peut être un parcours de vie aussi qui me fait penser que la personne est résiliente. Ça, c'est pas mal, ouais. C'est quoi? C'est genre quelqu'un qui a connu une grosse galère dans sa vie, tu vas te dire, il va essayer de se surpasser, il va savoir. C'est ça? Par exemple, une galère, ça peut être, pour donner un cliché, quelqu'un qui a immigré, qui est parti un peu de zéro et qui a eu une bourse et qui a créé sa boîte, par exemple. Notre ami Barry, par exemple. Par exemple. Ça peut être des personnes où je me dis, déterminé, quoi. Je pense à Arabia Smithy quand je dis déterminé de Rosalie aussi, par exemple. Ouais, bien sûr. Donc ça m'impressionne toujours. Et puis, des personnes, effectivement, qui ont une bonne vision, c'est important. Une bonne vision à long terme de là où ils veulent aller. Parce que ça ne suffit pas d'être bon. Il y a beaucoup de gens qui sont bons et qui, finalement, ont l'impression ne savent pas toujours vraiment où ils veulent aller. Ouais. Ok. Si on parle un peu du marché, vous regardez un peu le marché et est-ce que vous préférez un petit marché avec peu de concurrents ou un très gros marché avec plein de concurrents, par exemple? Ça dépend de l'idée, en fait, finalement. Je ne vais pas m'arrêter si c'est un petit marché avec zéro concurrent, parce que ça peut devenir un plus gros marché. Comme Airbnb, à la base, le marché des matelas gonflables dans les appartements à San Francisco, c'est pas très gros. C'est ça, voilà. Mais au final, un gros marché avec plein de concurrents, si au final, je pense qu'ils peuvent complètement se démarquer, ça peut me plaire aussi. Et donc, finalement, je vais pas m'arrêter sur ça, en tout cas. Ok. Après, le problème des gros marchés, moi, personnellement, je trouve, c'est que ça devient vite des océans rouges avec plein de concurrents. Et en fait, bien souvent, celui qui gagne sur ces marchés-là, c'est le plus riche. C'est celui qui est le mieux financé, qui lève le plus d'argent. Donc, c'est un peu le problème de tout ce qui est IA en ce moment. Ça. Ouais, clairement, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que moins il y a de concurrents à la base, plus l'idée, moi, personnellement, va me plaire. Oui, parce que toi, tu vas rewarder l'originalité de l'idée et le fait que la boîte émerge un peu de la masse. Ouais, j'aime bien l'idée de créer une idée qui n'existe pas encore, en fait, pour le coup, et de me dire qu'on peut être dans une start-up et investir dans une start-up qui va trouver l'idée qui va un peu révolutionner le système. Mais ça, il faut la trouver. Aujourd'hui, on a déjà plein de choses, donc c'est pas si facile. Mais pour le coup, ça me plaît bien. Toi, les marchés, Jérémy, tu regardes un peu? Alors moi, je regarde pas mal le marché, et notamment la profondeur du marché. Je pense que c'est plus rassurant d'investir dans une boîte qui est sur un gros marché. Si elle arrive à s'en différencier, qu'elle a vraiment des éléments, une identité propre. Après, ça dépend pas mal des secteurs. Et voilà, une boîte qui arrive à disrupter un marché ancien, par exemple, tout ce qui est dans le funéraire. Ça, c'est top. Les marchés old school. Les marchés un peu old school qui peuvent. Ornica avec le permis de conduire avant. Des boîtes comme ça, effectivement, je pense que c'est vraiment intéressant quand on en trouve. Et après, pourquoi pas être sur des niches aussi, sur des plus petits marchés. Je suis d'accord. Ça, je pense que ça peut être, ça fera probablement pas des licornes, mais ça peut faire des belles boîtes. Beaver, dont je parlais, c'est relativement niche, même si c'est quand même une grosse niche. Ils sont pas contents que je dise ça. Et après, ça peut être aussi trouver justement une boîte qui va investir dans un marché qui n'existe pas encore finalement, qui va créer un marché. Ça t'est déjà arrivé ça? Créer un marché en France, Rosalie par exemple, qui a créé le marché de la compte sur salaire, on va dire. L'avance sur salaire, l'avance sur salaire, donc ça m'est arrivé. Fintech, Ou même dans une boîte qui était un peu entre dating et gaming, qui avait un peu créé un marché, qui s'est fait racheter par Tinder, Match Group. C'est vite d'ailleurs, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Ok. Vous regardez plus l'équipe ou plus les chiffres? Du coup, on a déjà un peu répondu, je pense, mais plus l'équipe, même si après pour les SaaS par exemple, c'est quand même obligé de voir un peu les chiffres de début de traction. Les KPIs, les métriques clés. Ou pour les applications mobiles aussi, c'est important. L'équipe, ça reste quand même le premier critère, en tout cas,
pour moi qui investis moins, je veux vraiment qu'il y ait une équipe forte à la base. Si l'équipe n'est pas bonne, en tout cas, m'a pas convaincue, les chiffres peuvent être hyper impressionnants, j'irai pas forcément. Mais est-ce qu'il faut que les fondateurs, tu te retrouves en eux? Est-ce qu'il faut qu'ils te ressemblent ou pas? Pas forcément, mais en tout cas, l'aspect humain est hyper important. Je sais que j'ai aussi envie de faire des rencontres et que ça m'apporte plus qu'un simple investissement. Si au final, je sens si tu t'entends pas avec la personne, mais que tu penses qu'elle va faire le prochain Uber, t'investis ou pas? Peut-être, pour le coup. Mais ouais, peut-être. Mais ça veut dire que d'une certaine façon, je me suis entendue avec elle sur un aspect, en tout cas plutôt idée, pécunier. Je vais me dire, c'est un génie. Mais voilà. Après, je vais quand même m'inquiéter en me disant, j'apprécie pas sa façon de faire. Et je vais me dire, est-ce qu'il va vraiment tenir Je trouve que c'est un tout pour être entrepreneur aujourd'hui et réussir et créer le prochain Uber. À mon avis, il faut avoir des qualités qui sont assez fortes. Donc, qui sont assez exceptionnelles. Ouais. Donc, en tout cas, je vais quand même douter. Mais si j'y crois vraiment d'une certaine façon, j'irai peut-être, mais moins convaincue. Ouais, c'est pas en fait, vraiment ton premier choix, c'est le fit humain et tu penses que cette personne, elle va réussir et quand même, tu lui vois certaines valeurs, certaines qualités que tu aimes. Ouais. Moi, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup d'investissements, mais en tout cas, ça fonctionne. Et même si j'ai pas de licorne pour l'instant, je crois vraiment dans l'humain et dans toutes les startups dans lesquelles j'ai investi. Et franchement, j'ai pas été déçue. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Par contre, j'ai pas de licorne dans mon portefeuille. En fait, ce qui est marrant, c'est ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est qu'il est tout à fait possible et même très possible de gagner beaucoup d'argent comme business angel en n'étant jamais dans une licorne. Oui. Ouais, heureusement, parce que sinon il y aura peu d'élus. Il y aurait une trentaine de BA en France qui gagneraient de l'argent. Donc, non. Ça, je l'ai compris, parce que pour le coup, là, je vais commencer à gagner un petit peu d'argent. C'est ça, sur des boîtes qui vont exiter à 10, 20, 30, 40 millions, qui sont très loin d'une licorne. Mais si tu es rentré sur une valeur de 2 ou 3 millions, bah, tu es déjà pas mal. Ouais. Bien sûr. Ouais, pour le coup, en plus, c'est pas forcément. Je pense que c'est très rare d'avoir. Aujourd'hui, c'est quand même assez rare d'être sur la licorne. Bien sûr, j'aimerais bien y être, etc., comme tout le monde. Mais c'est pas forcément le but de faire une licorne, c'est plus de placer de l'argent en me disant que y a un intérêt derrière, on va créer quelque chose. Finalement, je vais y participer en étant co-invest. Et de me dire qu'en plus, c'est de l'argent, j'en aurais pas forcément fait, j'aurais pas forcément investi dans l'immobilier. Et donc, c'est une façon de le placer et de me dire, en tout cas, il y aura une bonne rentabilité. En tout cas, c'est ce que je souhaite à chaque fois que j'investis. Ok. Toi, Jérémy, tu regardes systématiquement qui d'autre investit autour de table avec toi. Est-ce que c'est important ou pas? Alors, oui, quand même. En fait, je travaille pas mal par recommandation aussi pour les investissements startup. Donc, tu connais pas grand monde, toi. Du coup, souvent maintenant, quand j'entends 2 personnes qui parlent d'une startup, d'ailleurs, je vais les regarder. Ah, c'est pas mal, ça c'est intéressant. Ça 2 personnes qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Ça, c'est pas mal. Qui me disent, tiens, t'as vu ce dossier, c'est pas mal et tout. Là, du coup, si par hasard j'avais un peu zappé, effectivement, du coup, je vais creuser un petit peu et c'est une bonne technique. Après, je suis souvent assez tôt aussi dans les deals, mais oui, c'est important d'investisseurs. Après, c'est vraiment comme l'équipe. Pour revenir à tes questions d'avant, c'est quand même assez important pour moi aussi d'investir avec quelqu'un avec qui je m'entends bien. Et que j'apprécie pas que pour ses qualités de businessman, parce que finalement on va quand même passer un peu de temps ensemble, notamment s'il doit t'amener dans des boards, etc. T'es dans beaucoup de boards, toi? Je suis dans quelques boards, ouais. Je dois être dans 8-9 boards. Ah oui, ça fait beaucoup. T'aimes bien cet exercice d'être dans les boards? Alors oui, j'aime bien, ouais. Je le fais, on me propose souvent, je le fais peu parce que ça prend du temps. Mais c'est intéressant, sur des secteurs divers et variés. Ça me permet de me cultiver aussi sur certains secteurs, de creuser un peu. Et c'est des moments d'échange, même si c'est pas toujours évident. Hein. Les boards, parfois, c'est un peu tendu aussi. Mais ouais, je pense que c'est bien de le faire. Ouais. Toi, Claire, t'es dans des boards déjà de boîte ou pas? Non, encore pas du tout. C'est quelque chose que tu as envie de faire ou... Pas pour l'instant. Ok. En tout cas. Mais par contre, je veux vraiment être attentive à qui va être dans le board. Ok. Et ça me rassure finalement dans mon investissement de savoir que voilà, des gens potentiellement que je connais, Jérémy, ou des gens un peu connus, en tout cas des gens qui ont un intérêt et qui sont dans le board, ça va me rassurer. Et c'est vrai que ça va me convaincre. Ok. Vous avez fait des fails en tant qu'investisseur startup. C'est quoi un peu... toi, Claire, pas encore trop. Pas encore. Toi, c'est quoi ton plus gros fail, Jérémy?
Moi, j'ai un bon fail dans une boîte à laquelle je croyais beaucoup, qui s'appelait Mimo, qui voulait faire un peu il voulait un peu rajeunir LinkedIn, on va dire, Ok. à la base, pour faire un LinkedIn un peu pour les jeunes, Ok. beaucoup basé sur la vidéo. Ok. Et je trouvais que c'était assez convaincant ce qu'ils avaient préparé. Et puis finalement, ils ont pivoté sur un pivot un peu plus outil qui permettait, ça s'appelle Feedback. Je me rappelle qui permettait de faire des vidéocasts assez facilement. Qui étaient, ils étaient d'ailleurs pas dans l'avance parce que maintenant, quand on voit le nombre de podcasts, vidéocasts qu'il y a, je pense qu'il y avait vraiment un truc à faire. Mais fail un peu parce que du coup, c'était des primo entrepreneurs. Et effectivement, ils se sont un petit peu disputés entre eux, on va dire, ce qui a un peu fait exploser la boîte. Mais je trouve que le projet avait beaucoup de potentiel et même le pivot qu'ils avaient fait, ils auraient pu, mais après ils se sont retrouvés à court d'argent. Ils ont un peu tardé à lever d'argent, mais peut-être plus par manque de motivation que. Enfin, je pense qu'ils auraient pu réussir à lever de l'argent et à continuer. Mais... Et t'as des gros red flags ou pas? Genre, tu te dis, si je vois ça, j'investis pas, c'est sûr. Ouais, gros red flag, ça peut être quelqu'un d'hyper arrogant, par exemple. Ça m'est déjà arrivé justement de ne pas investir dans une boîte parce que les mecs je trouvais, étaient vraiment hyper arrogants. Et finalement, tu t'en es mordu les doigts ou pas? Finalement, au début, elle a plutôt explosé. Ouais. Ils ont fait une levée pas mal et tout, mais je crois que la boîte est morte maintenant. Donc je m'en suis pas réjoui, mais finalement, je me suis dit que j'avais raison, que trop d'arrogance, ça veut dire aussi parfois cramer beaucoup d'argent. Et s'entêter. S'entêter un peu, etc. Ouais. Donc je pense que c'est une bonne stratégie de faire attention à ce critère. Et puis après, oui, ça m'est arrivé de voir, c'est drôle, souvent je pose des questions quand je vois les deux cofondateurs. Et toi, ta vision dans 5 ans, c'est quoi? Et ça m'est déjà arrivé qu'il y en a qui me disent quand même, en gros, c'est de faire une licorne, et l'autre me dise, c'est de faire une PME rentable, quoi. Ouais, donc là, il va y avoir un souci à un moment. Et là, c'est un peu red flag. Entendez-vous déjà entre vous. Et après, venez voir les investisseurs. Toi, des red flags, Claire? Ouais, si l'équipe me convainc pas, ça c'est vraiment personnel. Et puis sinon, j'aime bien aussi les entrepreneurs qui ont en tout cas ce souhait d'être à l'équilibre et finalement de sortir un peu du mode start-up un jour. Ça veut dire que tu fais un peu gaffe à la rentabilité, tu veux pas forcément des gens qui crament trop d'argent, c'est ça? Ouais, franchement, moi en tout cas, je suis un petit peu petit business angel et c'est important de voir que les personnes cherchent à être rentables à un moment. Parce que le business des startups, quand on n'est jamais rentable, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est... ça ne peut pas fonctionner, oui et non. Oui. Je me fais l'avocat du diable parce qu'il y a quand même... Alors, il y en a pas des milliers, mais il y a quand même des boîtes qui arrivent à lever de l'argent. Et nous, en tant que business angel, on est rentré au début et finalement, on sort sur un tour de table série B. Et en fait, finalement, c'est pas trop notre problème, quoi. Je me fais l'avocat du diable en disant ça, bien sûr. Mais... Ouais, après, moi, c'est vrai que je vois vraiment à long terme. Ok. Donc, même si je me dis c'est super si j'arrive à gagner de l'argent et que ce soit liquide à un moment, à une échéance, on va dire, de 5 ans. Mais au final, si dès le début, je vois qu'ils ne cherchent pas quand même la rentabilité, ça va m'inquiéter et potentiellement, je ne vais pas investir. Ok. Est-ce que vous rencontrez toujours les entrepreneurs physiquement ou qu'en visio ? Alors moi, pas du tout toujours, très souvent en visio. Ouais. Moi aussi, très souvent en visio pour le coup. Ça c'est marrant parce que là on est vraiment en 2024. J'aurais posé cette question il y a 5 ans. Personne m'aurait dit en visio. Tout le monde m'aurait dit, mais bien sûr, je les rencontre toujours physiquement. Alors je les rencontre souvent physiquement après. Mais comme personnellement, j'investis très rapidement. Je fais un call, à peu près une visio de 30 minutes. Tu dégaines vite. Je dégaine vite parce que j'ai aussi un métier à côté, je n'ai pas forcément le temps. Et... Toi, une fois, ça te suffit de les voir une fois? Alors, ça dépend des fois, mais ça m'est arrivé beaucoup de fois de le faire en une fois, vraiment 30 minutes. Toi, Claire, est-ce qu'il te faut plusieurs rendez-vous avant d'investir? Non, pour le coup, déjà, j'étudie les documents avant. Ouais. Et après, par contre, j'ai besoin d'avoir une visio pour être convaincue ou pas. Mais aujourd'hui, la visio, moi, j'ai pas forcément le temps d'aller rencontrer les gens. Et puis, eux-mêmes n'ont pas forcément le temps de me rencontrer. Donc, la visio, c'est devenu... Moi, je travaille beaucoup en visio. Donc, c'est devenu le mode normal, en fait. Donc, je vois pas pourquoi j'irais forcément les rencontrer. Après, par contre, je suis très contente de pouvoir les rencontrer
et de pouvoir vraiment faire partie un petit peu de... Et développer une relation. Créer des liens. Ouais. Ouais. Et ça me rassure et je suis contente de pouvoir les rencontrer physiquement après parce que c'est une autre... Bien sûr. La visio, il y a... Puis il y a plus l'enjeu après. Ouais, voilà. C'est... Ouais, moi, je trouve que c'est un peu comme un entretien, souvent comme le dernier entretien d'embauche qui sert à valider. Ça peut être ça aussi parfois des visios où quand on a travaillé un peu le dossier en amont ou qu'on a déjà parlé avec d'autres personnes, on a déjà un peu une idée positive, mais on veut voir les gens. Ok, tu le vois comme ça. C'est un feeling quoi. Alors, ok, intéressant. Parfois, ça peut être pure découverte aussi. Ouais. Ok, intéressant. Si vous avez moyen de sortir en série B, je sais pas, vous avez investi en seed ou en pré-seed, peu importe. La boîte s'est bien comportée, elle a fait une série A et là elle fait une belle série B. Le fondateur vous dit ok, vous avez l'option de sortir soit totalement, soit partiellement, soit pas du tout, soit de rester quoi. Vous faites quoi généralement? Généralement, je reste parce que j'y crois. Ok, toi c'est long terme, je reste. Généralement. Toi, Jérémy? Je pense que c'est vraiment au cas par cas. Après, mon côté banquier dirait que ça peut être pas mal de vendre la moitié, banquier ou normand. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Un tien vaut mieux que de l'auras. Et beaucoup d'amis de clients me disent souvent prends l'argent d'ailleurs. Donc je pense que vendre la moitié ou au moins récupérer son investissement initial, donc ça peut être pas un dixième par exemple, ça peut être pas mal pour se sécuriser un peu et pouvoir investir aussi dans d'autres boîtes. Après, si c'est vraiment une boîte qui fait une levée avec des très beaux fonds et que je pense qu'il y a du potentiel et que j'ai pas besoin de fonds pour investir dans d'autres boîtes, par exemple, je peux rester aussi. Ok. Vous investissez dans des startups non françaises en dehors de France ou pas? Non, pas pour le moment. Est-ce que c'est un truc demain que tu pourrais faire si dans ton réseau on t'amène des deals? En tout cas, ça me gênerait pas de le faire et si j'ai l'opportunité de le faire, why not pour le coup. Moi, ça m'arrive. J'avais investi dans une des startups qu'avait lancé Alexis Robert, qui est chez Kima maintenant, qui était basée à Londres à un moment. J'ai investi dans Fresh, qui a été lancé par le fils de Bixante Lizarazu et Clark Kane à New York, qui se développe plutôt bien, un peu dans les frigos connectés. Et j'ai investi dans une boîte aussi à Singapour, par exemple. Donc quelques-unes. C'est quand même marginal, mais ça peut m'arriver. C'est toujours des Français quand même, les fondateurs? C'est quand même des Français qui sont partis à l'étranger. Ok. C'est quoi un peu pour vous le multiple ultime, genre vous l'atteignez, vous arrêtez d'investir? Moi, du x10, déjà, je suis très contente. Donc, je peux potentiellement arrêter là. Ok, intéressant. Alors, x10, je suis content aussi. Après, multiple ultime, je dirais quand on commence à arriver dans les x100, quelle que soit la boîte, et là, je pense que j'aurais quand même envie de sécuriser au moins la moitié, par exemple. Ok. J'allais vous demander, vous investissez dans autre chose que les startups, mais on en a déjà un peu parlé. Est-ce que vous aviez un dernier point un peu sur cet investissement, sur cette activité de Business Angel, investissement en startup, une anecdote ou quelque chose que vous vouliez ajouter à cette discussion? Moi, j'ai pas forcément d'anecdote, mais finalement, c'est ce qui m'a permis de changer de métier, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres choses. Que le notariat, oui. C'est vrai, je te confirme. J'avais fait des études, j'étais hyper focus et j'avais l'impression qu'en fait, quand j'étais notaire, il n'y avait que ça. Parce que peut-être j'avais fait 8 ans d'études. J'avais l'impression que si je partais du notariat, qui était un milieu assez fermé, je pourrais faire rien d'autre. Et en fait, à force de rencontrer, d'investir et surtout de rencontrer des gens qui partaient de rien, qui avaient une idée, qui pouvaient créer une boîte, vivre. En fait, je me suis dit, mais il y a d'autres choses. Et je pense que ça m'a humainement et personnellement aidé à me dire, mais en fait, il y a d'autres choses. À t'ouvrir. Et en fait, c'est même aussi un des éléments qui a fait que tu es passé de notaire à agent immobilier finalement. Je pense que ça m'a donné du courage, en fait, de me dire qu'il y avait plein de gens qui osaient faire des trucs. Moi, j'avais... Ça, c'est intéressant. Je suis d'accord avec toi de voir tous ces profils à entreprendre. En fait, tu te dis, c'est possible, quoi. C'est inspirant. Il y avait un côté passionnant quand même dans ce qu'ils faisaient. Ils croyaient en une idée, ils étaient hyper motivés. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi, en fait, tout simplement, même si c'est à une toute petite échelle, etc. Mais en fait, finalement, ça m'a vraiment ouvert et je me suis dit, il y a d'autres choses qui peuvent être en plus mieux et que je pourrais faire pour moi
et par moi-même en fait. Ça, c'est marrant parce que c'est rare, encore une fois, tu as une double rareté de venir à l'entrepreneuriat via le business angeling. Souvent, on vient d'abord à l'entrepreneuriat, puis on fait du business angeling. Toi, tu as fait l'inverse. Mais en fait, je pense que j'ai rien fait dans le bon sens. C'est ça. Donc, mais finalement, je l'ai fait quand même. Ouais, donc, c'est cool. Trop bien. Et du coup, non, ça m'a beaucoup appris en fait. Trop bien. Toi, Jérémy, je suis sûr que tu as 20 000 anecdotes, toi. Alors moi j'ai investi aussi dans l'immobilier très rapidement à partir de 18 ans. 18 ans, ah ouais. Donc assez jeune. Ah, joli. J'ai investi. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé? Alors oui, alors mon père avait un moment une agence immobilière à Levallois. Et Vous êtes entre confrères. Mais, et il aimait bien la bourse aussi à titre perso, donc effectivement c'est grâce à lui que je me suis intéressé très tôt à la bourse et en ayant gagné un peu d'argent à l'immobilier et aux startups. J'ai fait un peu dans cet ordre-là qui est aussi un ordre relativement à l'envers, je pense. et après, globalement, moi je pense qu'effectivement, d'investir dans des startups, ça m'a vraiment permis des belles rencontres humaines. J'ai beaucoup d'amis maintenant. Un bon réseau. Un bon réseau. Alors, un bon réseau pro, parce qu'effectivement, ça m'envoie des clients aussi, puisque moi je suis directeur et gérant de fortune chez Autingre et j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Donc, ça m'est arrivé d'investir dans une boîte. Le mec vend sa boîte et l'investit chez moi après, donc c'est assez sympa. Mais même après, en tant que rencontre humaine, moi j'aime vraiment beaucoup c'est un peu comme un microcosme d'entrepreneurs, mais j'ai pas mal d'amis entrepreneurs. C'est très dynamique, il y a beaucoup de soirées, beaucoup d'événements, les gens se retrouvent entre eux, donc on voit un peu toujours la même personne. Ça fait un petit côté famille qui est, certains pourraient dire parfois un peu fermé, mais quand on arrive à être un peu dedans, très, très dynamique et très sympa. Trop cool. Et merci beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps. merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps aussi de regarder cette interview. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour un nouvel épisode de Angels Talk.